Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous de la semaine Info 7. Merci de continuer à faire confiance à Congo Web Télévision. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. La Chambre basse du Parlement a même prorogé pour la énième fois l'état des sièges qui a été décrété dans ce coin du pays, dans une partie de la République démocratique du Congo par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais aussi, nous allons revenir sur l'arrestation de Salomon, un proche du président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant de questions que nous allons poser, notamment les élections en République démocratique du Congo, c'est déjà dans quelques mois, en décembre 2023. Madame, Messieurs, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau un haut cadre du parti présidentiel que certaines personnes connaissent déjà, mais que vous allez également découvrir sur le plateau de Info 7. Guy Bao qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Toujours aux allures de Félix-Antoine Tshisekedi? Absolument. C'est lui le modèle, c'est lui l'icône. C'est ça. Guy Bao, au cadre du parti présidentiel, comment se porte l'UDPS? L'UDPS se porte bien, hormis ce problème interne, ces contradictions internes propres à toute famille démocratique, même non démocratique, on se porte quand même bien. L'UDPS se porte bien, l'Union sacrée de la nation? Oui, même dans l'Union sacrée, il n'y a pas de problème. Où vous accueillez tout le monde? Ah oui, il n'y a pas de choix. Les Congolais qui adhèrent à la vision du chef de l'État, l'UDPS ne peut pas fermer la porte. Ah bon? Même les gens que vous aviez dénoncés hier? Oui, au fait, madame, s'il faut revenir un peu en arrière sur cette histoire de l'Union sacrée, nous avons fait une image d'une maison qui était en train de brûler. Alors, on était en train de lancer un appel à tout le quartier de venir éteindre le feu. Les voisins qui amènent les seaux pour éteindre le feu, vous n'allez pas demander son état d'âme. Qu'est-ce qu'il a fait par le passé? On doit d'abord éteindre les feux et les restes, on verra après. Donc, vous n'allez pas finir dans les passés? À l'époque, c'était l'appel du président. Les choses n'évoluaient pas bien. Nous étions dans une coalition de gestion et non de vision. On était d'accord sur la gestion, mais pas sur la vision. Et le président devait mettre fin à cette situation. C'est comme ça qu'il avait lancé un appel à tous les Congolais. C'est ce que nous avons comme frères et sœurs dans la classe politique. C'est ce qui était parmi les élus de la République. Le président devait respecter ses principes. C'est la raison pour laquelle ils ont rejoint l'Union sacrée en adhérant à la vision du chef de l'État. Vous pensez qu'ils sont devenus propres? Parce que vous les avez quand même dénoncés avant qu'ils ne vous rejoignent dans l'Union sacrée. Madame, comme je vous l'ai dit, lorsque votre maison brûle, vous n'allez pas regarder l'état d'âme des personnes qui viennent éteindre le feu. C'était ça le principe. Le président de la République était ouvert aux frères et sœurs congolais pour les aider, essayer d'avancer, de quitter la coalition de gestion pour une coalition de vision où on devait privilégier les intérêts du peuple. UDPS au pouvoir, UDPS qui a vraiment embrayé dans l'opposition. Aujourd'hui, la gestion de l'UDPS, comment vous pouvez évaluer cette gestion avec Félix-Antoine Tshisekedi? Soyez quand même sincère, dites-nous la vérité. Non, la gestion à quel niveau? Au niveau du pays? Le pays, la République démocratique du Congo. Ah, au niveau de la République démocratique du Congo. Non, au niveau de la République démocratique du Congo, il faut reconnaître que on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'avancées. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'avancées, mais tout n'est pas encore fait par rapport à notre vision telle que nous l'avons voulu. Premier élément, madame, nous sommes dans un état de guerre. Ça, c'est ce que tous les Congolais oublient. Je ne sais pas pourquoi. Nous sommes dans un état de guerre. Et aucun pays en guerre, si on peut prendre un pays similaire à nous... Mais la guerre n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi, non? Nous le savons. Okay. Mais la seule différence, à l'époque où il y avait la guerre, c'était une dictature. À l'époque de Félix Tshisekedi, c'est une démocratie. Donc lorsqu'il faut apporter un jugement, essayer de séparer... Vous êtes sûr que c'est la démocratie? Aujourd'hui? Absolument. Mais madame, je vais vous donner quelques éléments. Vous connaissez une marche de l'opposition dans ces pays qui a été organisée où les opposants avaient mis des panneaux partout dans la ville? Vous connaissez ça? Moi, je fais l'opposition pendant plus de 30 ans. En tant qu'UDPS, c'était des tracts. Pour donner même un tract à un citoyen, combien on était tabassés et même tués. Mais aujourd'hui, il y a l'opposition marche, il y a des panneaux publicitaires comme si c'était un mariage. Donc, si Félix Tshisekedi, pour avoir permis l'affichage de ces panneaux des opposants,
C'est un dictateur, moi je dirais c'est le dictateur le plus gentil du monde. Ah bon? Après la marche, malgré la répression de la dernière marche de l'opposition. Après la marche, nous, après toutes les marches que nous avons connues pendant les 18 ans, on allait dans les morgues, dans les hôpitaux. Vous voyez notre destination dans les cachots. Mais aujourd'hui, nous avons constaté après la marche, les opposants en train de prendre un verre dans les coins. Ça, on n'a jamais vu. Mais certains dans les hôpitaux aussi. Hein, quelques-uns, on a déploré la violence. Nous tous, nous l'avons condamné. Le dérapage. Il y en a eu et nous l'avons condamné. Et la preuve, pour vous montrer la différence entre notre régime et l'ancien régime, pour la première fois de notre vie, le président de la République est allé rendre visite aux victimes de la violence. Ça ne s'est jamais fait. Les gens qui étaient dans la rue contre les chefs de l'État, parce qu'ils sont des victimes de la violence, le président les console. Il a fait les déplacements. Ça ne s'est jamais fait. Donc voilà le dictateur le plus gentil du monde. C'est parce qu'il faut être dans votre rhétorique. Guy Baou, vous avez présenté la santé du parti présidentiel UDPS. Dites-nous aujourd'hui, quelles sont vos relations ou comment se portent les relations entre vous et l'actuel secrétaire général du parti, Augustin Kabouya? Parce qu'à un moment, hein, ça a vraiment brûlé, ça a chauffé. Oui, les relations sont bonnes. C'est mon frère. Augustin Kabouya, c'est un frère. Mais les contradictions ne manquent pas. On est dans une société démocratique. C'est ce qui fait la différence entre nous et les autres. Et pourquoi on vous présente toujours comme opposant à la gestion de Augustin Kabouya? Non, je ne suis pas opposant. On est ensemble, mais nous nous incarnons un peu certaines attitudes de notre leader Maximo, Papa Etienne Tshisekedi. Peut-être ça peut faire aux uns et aux autres. Mais au-delà de ça, c'est un frère. Lorsqu'on se rencontre, on parle, on discute autour de tout. Mais difficilement, on voit quand même des photos sur la toile, hein, vous, avec Augustin Kabouya. Comme c'est le cas avec les autres. Soyez sincères. Il y en a. Des photos, il y en a. Si vous fouillez, il y en a. Entre moi et Augustin, il y en a. Il n'y a pas de problème. Vous êtes sûr que ça va? Bien sûr. Ça va, ça va. Et comment voyez-vous sa gestion du parti présidentiel? Ça, c'est un problème interne. Tous les téléspectateurs ne sont pas des l'UDPS. La gestion de l'UDPS, Augustin Kabouya doit rendre compte à l'interne. On l'accuse de ne pas être, c'est pas moi, mais certains observateurs estiment que Augustin Kabouya n'assume pas comme il le fallait. Et comment vous pouvez répondre à ces personnes? Non, on peut leur dire seulement que l'UDPS, nous avons des problèmes que nous sommes en train de régler en interne. On a connu des difficultés depuis l'accession au pouvoir du président de la République. On avait un problème d'unité, de la cohésion à préserver. Nous sommes sur cette voie-là. Donc permettez qu'on ne revienne pas sur ça. On est dans le processus de l'unité de tous les membres de l'UDPS. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine, Info 7. Restriction des mouvements de grève dans le secteur médical, le Sinamed ASBL monte au créneau. Ce matin, le service public de l'État s'insurge contre cette démarche déjà initiée dans les institutions de la République. Les médecins de la République démocratique du Congo ont appris avec consternation les démarches entreprises au sein des institutions de la République qui tendent à restreindre les activités de revendication d'ordre social et professionnel pourtant consacrées par et dans la Constitution de notre pays. Une vidéo devenue virale montre un député s'acharnant de façon véhémente et impétueuse à proposer une loi pour limiter les mouvements de grève dans le secteur médical. Par ailleurs, lors du Conseil des ministres du vendredi 19 mai 2023, le gouvernement de la République aurait pris acte d'une décision allant dans le même sens. Une personne avisée ne peut soigner la fièvre en cassant le thermomètre. La loi sous examen actuellement à la commission socio-culturelle, proposée par le député national Guy Mafuta, ne peut aucunement apporter des solutions durables dans notre pays. Le Sinamed ASBL invite plutôt le gouvernement congolais à respecter les engagements pris avec différents syndicats évoluant dans ce secteur. Quant au gouvernement de la République, il y a mieux à faire en exécutant de bonne foi les engagements pris avec les syndicats du secteur de la santé. Pour rappel, il y a juste 2 mois, le gouvernement a signé un avenant avec les différents syndicats du secteur de la santé. Jusqu'à ce jour,
ce 30 mai 2023, aucun début d'exécution n'a été noté de sa part. Le bureau exécutif national de cette structure syndicale de médecins a toutefois rappelé que l'amélioration des conditions socio-professionnelles de médecins reste la seule voie pour anéantir les mouvements de grève. C'est une proposition de loi parce que, comme vous le savez, en tant que député national, nous avons l'obligation de légiférer pour le peuple. Et donc, il a plu à notre personne de proposer à la République une proposition de loi portant mesures d'interdiction des consommations d'alcool et stupéfiants en milieu professionnel, d'enseignement et de formation professionnelle. Vous savez, le niveau d'alcool dans notre pays détruit la jeunesse congolaise. Et à ma qualité de défenseur de la jeunesse, je me suis dit qu'il est important de doter de la République une loi devant protéger la jeunesse congolaise vis-à-vis des antivaleurs qui est la consommation d'alcool dans le milieu professionnel, dans le milieu académique. Et donc, nous avons même proposé des testeurs dans notre pays. Tout contrevenant qui va devoir violer la proposition de loi lorsqu'elle sera votée, il aura affaire à la loi parce que dans notre pays, nous avons beaucoup de conducteurs de véhicules, des automobiles qui conduisent sous l'effet d'alcool. Et cela expose la population congolaise à des dangers, à des morts. Et donc, en tant que député, comme nous légiférons, nous en profitons pour que nous puissions doter de cette République d'une loi devant protéger cette population devant les antivaleurs, devant les immoralités, parce que, surtout à Kinshasa et en province, le grand monsieur dans le bureau, quelqu'un qui doit aller travailler, il prend une bouteille d'alcool et pourtant, sous effet d'alcool, quelqu'un devient inconscient. Voilà comme ça que l'Assemblée nationale, sous notre entremise, nous déposons cette proposition de loi que je demande à mes collègues députés nationaux d'accompagner, de soutenir pour sauver la jeunesse de notre pays. Vous savez, nous sommes en pleine législature. La législature tend vers sa fin, mais ce n'est pas impossible qu'il plaise au bureau de l'Assemblée nationale d'aligner cette proposition de loi parce qu'elle est d'une importance capitale. La santé n'a pas de prix. Lorsque quelque chose vient protéger la population, eh bien, il est important que tout le monde se mette et protège cette loi. Mon premier devoir, en cette circonstance, je tiens ensuite à exprimer tout mon attachement à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, qui ne cesse de multiplier des actions en faveur de notre système éducatif en général et de notre sous-secteur en particulier. Mes sentiments de reconnaissance vont également en direction du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, qui a autorisé mon déplacement et dont les instructions et les encouragements nous guident. Tous les finalistes du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest de notre pays ont suivi le même programme national avant d'être soumis tout à l'heure aux mêmes questions. L'édition 2023 de l'ENAFEP va réunir 2 119 100 candidats, dont 1020 448 filles, soit 48%. Ils seront répartis dans 8 232 centres de passation, dont 2 sont situés hors frontières de notre pays. C'est ici le lieu de rappeler aussi, bien aux participants qu'aux intervenants, à quelque titre que ce soit, que l'organisation, la passation, la correction et la publication des résultats doivent baigner dans les valeurs de justice, de probité, d'intégrité, d'honnêteté et de la recherche en permanence de l'excellence. Nous devons bannir toutes sortes d'antivaleurs. La gratuité de l'ENAFEP ayant été étendue aux finalistes des écoles primaires privées agréées, aucun candidat ne peut débourser de l'argent pour quelque motif que ce soit. L'ENAFEP est gratuit à toutes les étapes, de la passation jusqu'à la délivrance gratuite du certificat de fin d'études primaires. C'est de la colère chez les agents et cadres de la DGI
Et pour cause, l'arrêté du ministre des Finances Nicolas Kazadi du 15 mai 2023 rapportant l'arrêté du 4 mai 2019 fixant les modalités pratiques de calcul et paiement de la prime de contentieux minimum garanti. Pour le président de la CDT, l'arrêté rapporté étant la conséquence d'un protocole d'accord ayant sanctionné les négociations entre le ministre prédécesseur de Nicolas Kazadi et l'intersyndicale des régies financières en 2019 demeure un acte relevant du dialogue social et ne peut pas être rapporté par une décision unilatérale. Guy Koukou, qui s'interroge sur les mobiles du ministre des Finances en cette période où le pays a besoin des recettes, estime qu'il s'agit pour le ministre d'un acte de démobilisation des agents qui sont allés au-delà des assignations. Toutes les voies des recours ayant été épuisées, la CDT lance au gouvernement un préavis de grève illimité à partir de mercredi 7 juin 2023. Notre syndicat prend ses responsabilités et met le ministre des Finances devant ses responsabilités. Nous lui avons prévenu depuis le mois de mai, le 15 mai, que s'il ne paye pas cette prime, nous allons déclencher le processus du conflit collectif. C'est une prime, j'ai dit c'est une prime qu'il vient de supprimer. C'est-à-dire l'argent que les gens bénéficiaient, les salaires que les gens avaient, il vient de les supprimer sans avertir, sans négocier, sans en parler. Le ministre vient de lancer une grande provocation. Il a promis d'ailleurs de payer cette prime depuis des mois. Il avait même promis depuis le mois avril, il devait payer cette prime. Pendant qu'on attend le paiement de cette prime, alors il décida de la supprimer tout simplement. La CDT vient de lancer un préavis de grève à la DGI pour qu'à partir de mercredi prochain, les agents vont aller dans une grève illimitée jusqu'à ce que les ministres puissent payer ses arriérés et annule son arrêté. Outre la CDT accuse le ministre de Finances Nicolas Kazadi d'être responsable du retard injustifié dans les paiements des primes de retard et de la tenue unilatérale ainsi que du refus de payer la quotité de 1% de la prime de contentieux des minimums garantis. Guy Baou, dites-nous, est-ce que Kabound vous manque? Comme ancien camarade, un homme à laquelle on était habitué, possible, mais pas comme politique. Et pourquoi pas comme politique alors qu'il a quand même servi le parti? Non, aujourd'hui on ne partage plus les mêmes convictions. Il est dans l'opposition, nous sommes au pouvoir, au nom de sa liberté. Il a quand même posé des actes qui vous ont marqué, non? Et qui ont contribué à la santé du parti présidentiel. Je ne vais pas revenir sur son cas, surtout qu'il est dans une situation difficile, il est en détention. Vous avez réussi à en finir avec lui, hein? Non, il ne faut même pas dire ça. Il a posé des actes infractionnels. La justice avait besoin de lui. Ou c'est parce qu'il s'était prononcé comme candidat président aux prochaines élections? Là, ce n'est pas une infraction. Matata pour un candidat, on n'a pas de problème. En dehors de ses ennuis sur les dossiers Boukangalon et autres. Être candidat, ce n'est pas une infraction au Congo. N'importe qui peut être candidat président de la République. Les faits infractionnels sont répertoriés dans la loi par le code pénal. Parlons de ce que vous avez suivi des propositions de loi qui ont été déposées à la Chambre basse du Parlement, notamment cette loi du député national Bernard Kaimba, qui propose, l'élu national propose l'interdiction de l'alcool, de la consommation de l'alcool, surtout en milieu professionnel. Comment est-ce que vous voyez sa démarche? Ça m'a rappelé un livre que j'avais lu il y a plusieurs années, écrit par l'héros national Patrice Lumumba. Le premier ministre de la RDC. C'était intitulé « Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» Dans ce livre-là, l'héros national, bon, c'est un livre qu'il avait écrit dans les années 50, publié après sa mort, en 61, je crois. Dans un chapitre-là, il était en train de manifester des inquiétudes sur la dépendance des jeunes, dès l'époque, vis-à-vis de l'alcool. Vous voyez déjà l'intitulé de son livre, « Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» Il se disait, mais le jeune qui refuse de fréquenter les bibliothèques pour lire,
Les jeunes qui sont présents dans les Nganda, dans les bistrots, quel sera leur avenir demain? Et surtout que la jeunesse est l'avenir d'un pays. Patrice Lumumba, en 61. Donc, je crois que le député a raison, parce que cette interdiction, c'est dans les milieux scolaires et professionnels, il n'y a même pas de débat. L'alcool, c'est un danger, madame, aujourd'hui pour nous. Donc, toute proposition qui va dans le sens pour protéger la jeunesse, de quoi nous devons appuyer. Il est dans le bon. Mais vous êtes quand même conscient qu'en milieu professionnel, il y a des personnes qui consomment. Hein? Oui, oui, nous avons fait ce constat. C'est la raison pour laquelle je dis les députés ont raison. Nous voulons maintenant une loi pour interdire. Mais aujourd'hui, les observateurs, les Congolais se posent un peu des questions. Les RDC, on devient de champions à prendre de lois, en vote de loi, mais l'application de ces lois. Madame, nous devons nous impliquer tous. Les politiques ont amené la proposition, la loi peut être adoptée, mais le moyen pour faire entrer l'alcool dans le milieu professionnel, maintenant ça c'est vous et moi. Pour dans le milieu scolaire, c'est toujours nous en tant que parents, en tant qu'enseignants, on doit veiller. Pourquoi on doit permettre l'entrée de l'alcool dans le milieu scolaire par exemple, là où nous avons nos enfants? Ça c'est notre responsabilité. Est-ce que vous pensez que ce sont les responsables des écoles, par exemple, qui permettent cela, ou les jeunes ont toujours des mécanismes? Aujourd'hui, les RDC a plusieurs, comment on va dire, plusieurs bières qui viennent un peu de par-ci, par-là, mais que si, il y a des experts qui démontrent que ça détruit les Congolais. Vous avez raison. C'est soit le regard silencieux de l'État. Oui, oui, il y a une part importante de l'État qui doit faire un effort pour suivre ça et réglementer. Ça, je suis d'accord avec vous. Et il y a la responsabilité de nous en tant que citoyens. Et ce qu'on voit, en tout cas dans notre ville ici, c'est incroyable. Des histoires qu'on ne connaît même pas le nom. Les jeunes sont en train de prendre tout le monde. Nous avons l'obligation de protéger la jeunesse, même en tant que l'État, en tant que parents, en tant que société civile, c'est capital. Je crois qu'on doit même aller vers des sensibilisations, aller même au-delà du simple loi, et créer des débats autour de ça. Lumumba l'avait dénoncé déjà en son temps, vers les années 50, et si vous voyez la suite, l'avenir était menacé réellement. C'est comme ça, moi... On vous accuse, les partis politiques aujourd'hui, à contribuer à la destruction de la jeunesse? Non, c'est vrai, en tant que parti politique qui participe à la gestion, on a une part de responsabilité, on doit être interpellé. Mais nous faisons quand même des efforts pour que ce genre d'abus ne se déroule pas chez nous. C'est quand même important. La RDC reconnaît quand même le droit des grèves comme sous d'autres cieux. Et aujourd'hui, on a le député national Guy Mafuta qui propose une loi pour limiter le droit des grèves aux médecins. Comment voyez-vous sa démarche? Bon, le droit de grève d'abord est reconnu, comme vous l'avez dit, par la Constitution. La Constitution reconnaît les droits de grève dès lors que les conditions de travail ne sont pas bien organisées. Je crois qu'il faut un débat autour de ça, qui nous explique un peu la profondeur de sa pensée. Celui qui déjà, le Cinémed n'est pas d'accord avec lui. Tout à fait, ça c'est la démocratie. Dès lors que d'un côté, la RDC, le gouvernement prend des engagements, et de l'autre côté, le gouvernement n'est pas en mesure de respecter ses engagements selon les Cinémed. J'ai retenu l'interpellation de la Cinémed. Il demande au gouvernement de prendre ses responsabilités, de nourrir ses engagements. Et d'ailleurs, même l'exemple qu'ils ont dit, un monsieur est conscient, je crois que c'est ça les termes, ne peut pas casser les thermomètres pendant qu'il a la fièvre. Ouais. Ils ont raison. Je crois que le débat doit continuer pour savoir un peu à quoi se retourne ce projet de loi, parce qu'on doit protéger quand même le droit à la grève. Ça brûle depuis quelques jours à la DGI et à la base, le ministre des Finances, qui est membre de l'Union sacrée de la Nation, à quelques mois de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Donc, le ministre de Finances décide donc de supprimer illégalement la prime de plus-value des agents. Je n'ai pas suivi cette affaire parce que je n'ai pas avec moi une décision du ministre des Finances pour me prononcer et connaître ses motivations. Il est bien vrai que celui l'argentier, celui qui connaît les fonds de la marmite de notre finance, il a peut-être ses raisons.
mais je crois qu'il doit mieux l'expliquer pour que l'opinion comprenne. Mais je pense pas, je pense aussi que ce n'est pas en vain que les agents de la DGI, moi j'ai rencontré quelques agents qui ne sont pas d'accord avec lui. Oui, c'est ce que je dis. J'ai du mal à me prononcer sur une situation dont je n'ai pas tous les éléments. C'est comme ça que j'ai dit, le ministre des Finances, notre ami Nicolas Kazadi, doit éclairer l'opinion, expliquer le pourquoi. Et est-ce que le moment est bien choisi? Là, on a qu'un son de bénéficiaires qui sont dans leurs droits. C'est ce qui leur permet de travailler, de faire des performances que nous sommes en train tous d'applaudir. Nous devons voir aussi de ces côtés-là les efforts qui sont faits, mais il y a aussi le ministre qui est l'argentier, qui est la situation financière, qui doit nous éclairer. Et je sais que... mais si nous considérons que cela est vrai, mais est-ce que le moment est bien choisi? Ce n'est pas une contre-campagne contre le président de la République, Félix Tshisekedi? Moi, je ne saurais pas interpréter de cette manière-là. Les finances, c'est complexe, madame. C'est comme vous, lorsque vous gérez la maison, vous pouvez être devant des dépenses importantes, mais vous avez un cas de maladie, vous n'allez pas décider de la même manière. Ce n'est pas le moment. Bien sûr, on s'approche peut-être vers la fin de l'année scolaire. Je donne un exemple d'une famille. Et surtout les élections. On ne peut pas se voiler le visage parce que les élections, c'est dans quelques mois. Nous les comprenons, nous les comprenons. Je suis d'accord avec les revendications, mais permettons aussi d'écouter le ministre des Finances qui nous explique qu'est-ce qui se passe. Loin de nous l'idée de dire qu'il est en train de combattre. Ok, il ne combat pas le président de la République, mais Nicolas Kazadi est là depuis quelques années, depuis d'ailleurs le premier gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, gouvernement 2, il est là. Comment est-ce que vous trouvez sa façon de faire les choses? Non, pour nous, comme il a été reconduit, nous estimons que ça va, il n'y a pas de problème. Vous constatez vous-même... C'est parce que vous êtes de même famille politique? Non, là n'est pas le problème. Nous, on ne raisonne pas comme ça à l'Union Sacrée ou à l'IDPS. On ne raisonne pas comme ça. Vous êtes sûr? Mais la preuve, il y a des ministres de l'Union Sacrée qui ont perdu leur poste à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une différence. Quelqu'un qui fait bien son travail, on doit l'applaudir. Là où nous ne comprenons pas, on doit lui demander des explications. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Première visite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi en Chine. Après plus de 3-4 ans de pouvoir, Félix Tshisekedi s'est rendu dans cette partie à travers le monde. Madame, Messieurs, nous en parlons. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté le sol chinois après une visite de 5 jours, soit du 24 au 29 mai 2023. Une déclaration conjointe entre les deux États a été rendue publique à l'issue de cette visite. Cette tournée, effectuée sur invitation personnelle du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a donné l'occasion aux deux chefs d'État d'approfondir leurs relations amicales, mais également de discuter sur un partenariat sur les partenariats. Cette tournée effectuée sur invitation personnelle du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a donné l'occasion aux deux chefs d'État d'approfondir leurs relations amicales, des relations sur les partenariats sino-congolaises et sino-africaines, ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun et dégager un consensus important sur un large éventail de sujets. À cet effet, les deux parties ont convenu de ce qui suit: valoriser davantage le leadership diplomatique de deux chefs d'État et maintenir la dynamique du dialogue politique et des échanges de haut niveau entre les deux pays pour renforcer la confiance mutuelle et la synergie dans leurs relations. Porter les relations sino-congolaises à un niveau plus élevé et étendre la coopération à tous les domaines d'intérêt commun, notamment l'éducation, la recherche scientifique, la santé, les infrastructures, les mines, l'agriculture, le numérique, l'environnement, le développement durable, les hydrocarbures, l'énergie, la défense et la sécurité. Rapprocher chaque jour davantage les peuples chinois et congolais, notamment par des échanges culturels intenses et la promotion du tourisme, et consolider le progrès réalisé dans la promotion des droits de l'homme dans un esprit d'indépendance et de respect mutuel de chacun. Renforcer les consultations et la coordination sur les affaires du Forum sur la coopération sino-africaine, dont les deux parties apprécient hautement le rôle important dans la promotion du partenariat des coopérations stratégiques globales Chine-Afrique. Les deux parties estiment toutes que la visite
du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine a été un grand succès et revêt une signification importante pour la promotion du développement des relations entre les deux pays et de la construction d'une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique à l'ère nouvelle. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo exprime ses sincères remerciements au président Xi Jinping ainsi qu'au gouvernement et au peuple chinois pour l'accueil chaleureux et amical qu'ils ont réservé à la délégation qu'il a accompagnée, à sa chère épouse et à lui-même. Il a invité le président Xi Jinping à effectuer une visite d'État en RDC. Mon vœu, avant de venir ici, était, c'était le message, je dis qu'on a préparé les choses, que j'avais fait passer, c'était, nous voulons, moi, mon ambition, c'est d'industrialiser mon pays, le développer. Et le développement passe par l'industrialisation. Et je pense que la Chine peut être un bon partenaire pour nous accompagner. Pas la seule Chine, hein, il y a aussi d'autres, mais la Chine était la plus prompte à venir et on ne va pas fermer la porte à un partenaire qui est disposé à nous accompagner. C'est pour ça que j'ai répondu directement à cette invitation me lancée par le président Xi Jinping, qui m'a d'ailleurs vraiment impressionné parce que j'ai pu m'entretenir avec lui et lui poser des questions sur la manière dont il s'y est pris. Parce que vous savez qu'à plusieurs égards, nos pays se ressemblent. Nous avons connu, les Chinois plutôt ont connu les guerres intestines, ils ont connu des agressions étrangères, c'est le cas avec la RDC, ils ont connu la pauvreté et bien d'autres choses, et ils les ont résolues, en tout cas pour beaucoup de ces fléaux. Et donc c'était important de venir voir comment ils ont fait, avec plus d'1 milliard d'habitants, tandis que nous on est encore à 1/10 de cela. En démographie, donc c'est possible de le faire. On peut rêver et on le réalisera. Et donc l'industrialisation est pour moi importante parce que c'est par là que le développement arrive. Et l'industrialisation commence par la transformation ou la création de la richesse chez nous, la création des chaînes de valeur, des produits extrait en République démocratique du Congo doit se faire en République démocratique du Congo. Ça va créer de la richesse, ça va créer des emplois et ce sera bénéfique à notre économie. C'est ça mon rêve, c'est ça mon vœu et je suis prêt à tout pour y arriver. Le bilan, il est positif, je vous ai dit, nous avons fait cette convention et nous nous sommes mis d'accord pour aller très vite en besogne. Immédiatement à notre retour à Kinshasa, nous allons faire le point de tout ce qui s'est passé ici et en coordination avec nos amis chinois, nous allons impulser. Na yango lelo yo seni akadima esali mosala ebele oyo bino moko boyebi ya motuya makasi ezali enrôlement ba électeur pe na ngonga oyo tosi tokomi na eleko ya kosala répartition des sièges na tango bato bazoya koyebisa bino ete maponami esalama te po ete tozonga susu topona bato mosusu ya sika ya seni boyebi ete yambo ete ndeko kadima akoma mokonzi ya seni tosala 28 mois pona kokoma na consensus ya kopona bato esengeli bakamba seni sikoyo tango bango bakoloba ete bakoka kozongisa makambo sima ezali pona 28 mois wana tokene maponami to tokene maponami te liboso babandaki koloba o tozokolobela nano vie ya congolais ezali na ndenge ya motuya biso toleki na itando ikewa to démontrer que bango tango bazwaki bokonzi moko na bango asalaki penza mabe mingi na bakongolais moko azalaki gouverneur atobola bakese ya leta mosusu azalaki premier ministre asala bukanga lonzo oyo ebota ta nzeta manga te mosusu abanda rébellion akufisa bana Goma nzala mosusu azalaki député provincial awa kimbuta pamela epo na mbongo oyo alia bakoki koteya biso makambo etali vie chère te toyebisa bango bongo batiki wana bakomi sikoyo ko ndongwana na seni mpona makambo maponami kasi bino soki boza na makambo akolobela seni bokene na ndenge elongo bani boke botiki mokanda na bino bakopesa bino yano kasi tango bino bozwi bato
beaucoup mi côté à moto na boulevard du 30 juin. Yangonde penza ba bengi revendication. Eza relaxa été bazana posa ma ponamité pour bayebi que bino peuple congolais bozana bangote. Pour lelo yo première économie à monde ezali Chine. Yango wana mokonzi ya mboka andimaki tango ndeko na ye président Chine abengisaki ye. Pour bakende ko solola makambo etali économie ya mboka, investissement ya ba chinois, nyonso esengeli basala po ete ba mboka na biso mibale koka kosala ba affaire o ekomema bomengo na biso ba congolais na bango ba chinois. Poto zonga na masengenya o esalamaki neleko ya contrat chinois te o biso nyonso toza kolela ti lelo. Mobembo wana ezali parmi ba mobembo yo mokonzi ya mboka sali po ete akoka kofungola mboka na biso Congo. Le président de la République a visité la Chine, c'était sous une note de satisfaction. Aujourd'hui, certains Congolais se posent la question, quelle a été donc l'opportunité de ce déplacement, surtout que Félix Tshisekedi, depuis qu'il est venu, il ne cesse de se déplacer vers les différents coins du monde. Bon, le reportage, il a bien dit avec l'intervention du chef de l'État. La première des choses, c'était qu'il a répondu à l'invitation du président chinois. La deuxième des choses, lui, le président, avait un objectif derrière ses voyages, chercher un mécanisme de collaboration pour que les Chinois nous aident dans l'industrialisation du pays. Et c'est ce qu'il a fait à travers ses contacts. Et autre chose, le président a parlé d'échange d'expérience. Il a souligné que la Chine avait des similitudes avec nous. Un grand pays avec 1 milliard d'habitants qui a connu des guerres internes, qui a connu une occupation, qui a connu la pauvreté, mais qui a vaincu tous ces problèmes-là. Alors il a dit, j'ai posé la question au président chinois, comment il a fait ça, comment ils ont réussi à vaincre tout ce problème-là avec une population d'1 milliard d'habitants. Nous, c'est les 1 dixième presque. Donc, et puis il y a le mémorandum d'entente qui ont été signés dans tous les domaines, la santé, l'éducation, vraiment dans... C'est d'ailleurs une question que les internautes se sont également posées. J'ai vu à travers les réseaux sociaux, quelqu'un qui disait, mais pourquoi Félix Tshisekedi a-t-il attendu seulement la fin de son mandat? Bon, c'est un problème d'agenda. Et puis vous avez suivi, il a répondu à l'invitation du président chinois. Ça aussi, il faut le savoir. On estime qu'il y a un autre agenda caché. Bon, comme les gens sont habitués aux agendas cachés, mais moi je dois vous dire, l'IDPS n'a jamais eu d'agenda caché. Ah bon? La preuve, on est resté non-violent pendant plus de 30 ans, jusqu'à accéder au pouvoir dans la non-violence, après avoir perdu beaucoup de ses membres. On doit avoir un agenda caché pour quoi faire. Et ben, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, bon, ça ne vient pas de moi, mais c'est ce que certaines personnes disent, qu'il a besoin du soutien de la Chine pour sa réélection. Madame, non, nous sommes des nationalistes. Ouais. C'est ce qu'il faut dire à l'opinion. Félix Tshisekedi est président grâce au vote de Congolais, pas des Chinois. Donc il n'y a pas un problème de réélection là-bas. Seulement, mais on pense qu'en RDC, le pouvoir vient de l'extérieur. Oui, ça c'est une vieille mentalité qu'on doit combattre. On doit combattre. Et nous sommes en train de le faire. L'IDP, c'est un exemple à cela. Même si Fayulu avait réclamé son pouvoir à un moment. Oui, il sait qu'il n'avait pas gagné. Il n'avait pas de témoins. Il avait appelé au boycott pendant au moins 2 mois. Il faut détruire même les machines. Et le jour du vote, il s'est retrouvé. Il a changé de position. Sans témoin, sans quoi, et comment il allait gagner? Il faut être conséquent. Il essaye, il n'avait pas gagné. Ça, ce sont des discours politiques. Il y a qu'un président qui avait gagné, élu par le peuple, c'est Félix Tshisekedi. Le plus important ici, le président est en train de chercher le voies et moyens pour relever la République démocratique du Congo. Était-il important pour Félix Tshisekedi d'ouvrir autant de voies parce que nous avons... Il a commencé avec la gratuité de l'enseignement des bases, les infrastructures, le projet 145 territoires. Aujourd'hui, il est allé en Chine pour mettre en avant l'industrialisation et puis la transformation de tout ce qu'on a, comme la Chine le fait. Est-ce que c'était important d'ouvrir autant de voies?
Madame, c'était important dans la mesure où nous sommes dans un pays qui était presque sinistré. Un pays détruit depuis près de 50 ans. Où il n'y avait pas de grands projets qui ont été initiés. Les quelques projets, on a entendu les 5 chantiers, bon, vous avez constaté la suite, il y avait toujours... mais 145 territoires, c'est une version de 5 chantiers. Oui, mais cette fois-ci en action. Et nous attendons les résultats. Il y aura un débat autour de ça. On a déjà dit, d'ici là, on aura déjà le premier résultat. C'est ça la différence. On aura un débat autour de ça, un peu comme on a eu autour du contrat chinois. Vous avez entendu ce contrat-là. Quel est le jour où vous avez eu ce débat-là? Voilà. Ça, c'est la marque de notre pouvoir, la transparence, la redevabilité. Mais entre-temps, de l'autre côté, de l'opposition, comme la famille politique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui parle de la montée de la corruption à l'ère de Félix Tshisekedi. Là, on peut même rire. Hein? On peut même rire parce qu'ils peuvent nous dire... quel est le ministre ou un collaborateur du sénateur Joseph Kabila qui a été inquiété pour avoir été corrompu mais même tout au long de leur mandat? Non, ils sont très mal placés pour parler corruption et ils le savent. Oui, alors de Félix Tshisekedi, c'est bien, on parle des arrestations, mais pour quelle finalité? Non, ici, madame, il faut d'abord commencer par applaudir. Dans une société où le vol n'était plus considéré comme une infraction, si aujourd'hui, tout le monde peut reconnaître, même tes enfants, le papa de tel, c'est un voleur. Nous avons avancé. Nous avons avancé. Oui, on va y arriver. Grâce au travail de l'IGF, qui a bénéficié de la confiance du président de la République, nous sommes à plus de 40 ou 50 mandataires au chômage. Ça, c'est un exploit, madame. Pour une société où la corruption était devenue, je préfère l'image du sénateur Joseph Kabila. Il a dit, c'est une gangrène, ce qu'on appelle Mbassou. Lorsqu'il parlait de la corruption, de la justice, tout ça. Nous venons de là. Maintenant, au moins dans notre régime, tu ne peux pas vanter la corruption. Non, c'est du vol. Donc on avance. Vous voulez nous dire qu'à l'heure actuelle, avec Félix Tshisekedi, on n'a pas de détournement? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis la corruption constitue une infraction, un acte d'indignation. Oui, ça c'est contrairement à ce que de là où nous étions. Vous voyez un peu l'avancée qu'on a fait. Mais maintenant, la finalité, dites-nous. Maintenant, les efforts que nous devons faire, les voleurs doivent répondre de leurs actes devant la justice. Ça, c'est un effort à faire. Mais on a aussi des mandataires qui sont... Mais qu'est-ce qui vous manque pour le faire? Non, malheureusement, nous sommes prisonniers de notre philosophie. C'est-à-dire? Dans un état de droit, il y a le principe de la séparation des pouvoirs. On arrête quelqu'un, la justice estime. Ah, vous êtes sûr qu'il y a séparation de pouvoir? Oui, il y en a. Il n'y a pas ingérence politique? S'il n'y en avait pas séparation de pouvoir, l'IDPS n'aurait pas ses membres dans des cachots. En liberté provisoire. Je dis en détention, il n'y a pas qui Eteni. Je dis les combattants de l'IDPS qui étaient arrêtés depuis l'époque de Kamwena Sampo. Est-ce que vous savez qu'ils sont toujours en détention? De l'UDPS? Oui, pendant que nous sommes au pouvoir et nous contrôlons cette justice. Madame, qui par exemple? Ils sont nombreux. Mais renseignez-vous, moi je vous ai donné les éléments. Aujourd'hui, on estime que la justice est seulement pour le pauvre. Non, malheureusement. Parce que les riches qui ont détourné des millions et des milliards de dollars aujourd'hui sont en liberté provisoire. L'IDPS a ses membres en détention. Je vous ai dit, il y a des efforts à faire. Je suis d'accord avec vous, d'accord avec l'opinion que cette justice-là, nous n'avons pas encore trouvé satisfaction. Nous tous, nous avons des problèmes avec la justice. Des fois, ça marche, il y a des efforts, il y a des magistrats qui sont en train de faire des efforts pour le triomphe de la justice. Mais il y a d'autres qui n'ont encore rien compris. Et vous pensez que dans une justice que nous, on a le contrôle des gens qui sont présumés détournés, peuvent échapper infiniment comme ça, alors qu'ils sont même opposés à notre régime? Mais dites-nous quand même, pourquoi quand nous sommes dans les prisons, on trouve plus les gens qui sont un peu de la classe moyenne, les pauvres? Mais le riche, il n'y en a presque plus. Hein? Oui, ça c'est une maladie de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous avons entamé ces combats pour le triomphe de la justice. Ce sont des efforts qu'on doit faire. La justice doit être pour tout le monde, pas pour une catégorie de citoyens. Après son accession à la tête du pays, il s'est quand même battu plusieurs fois. Il a changé des magistrats. Au sein de l'appareil judiciaire, il y a eu quand même plusieurs changements.
Mais pourquoi ça ne marche toujours pas? Est-ce que c'est les mauvais castings du président de la République? Non, non, je crois que ce n'est pas les mauvais castings. Il y a des efforts à faire à tous les niveaux. Dès que vous avez la possibilité de l'appui du président de la République pour essayer d'avancer, je crois que le reste, nous aussi, nous devons suivre. Nous devons faire aussi une participation citoyenne au niveau des structures de la société civile. La volonté du chef est là. Il se bat pour le triomphe de la justice. Et nous, nous faisons quoi? Nous, les bénéficiaires. Il y a aussi ce niveau-là de responsabilité, l'implication de tous pour arriver au résultat. Le chef est là. La volonté politique a toujours manqué au Congo. Dès que nous avons l'opportunité d'avoir un chef qui a la volonté politique, moi je crois que les restes, nous devons accompagner pour que la justice triomphe. Il va de notre intérêt en tant que citoyen. Madame, Messieurs, place à présent au troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Situation de droits de l'homme en République démocratique du Congo, Maître Georges Kapiamba, président de la CAJ, n'y est pas allé par le dos de la cuillère ce samedi lors de sa conférence de presse. À l'en croire, le monitoring fait au lendemain de marches parallèles le 20 mai dernier à Kinshasa fait état des actes d'obstruction. Il s'agit notamment de 1. La répression sans discrimination de la marche de l'opposition du 20 mai 2023. 2. De l'interdiction faite à M. Moïse Katumbi Chapwe de se rendre respectivement dans la province du Congo central et dans celle de Bandundu. 3. Les refus opposés à M. Augustin Matata Pogno pour l'organisation d'une séance académique de mobilisation à l'intention de ces militants dans la ville de Kenge, province du Kwango. S'agissant du procès Biselele Kaipangi alias Buford devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, l'association pour l'accès à la justice se dit profondément préoccupée de la manière dont les choses se passent. Il est de plus en plus constaté que la justice, toujours cette justice, alors cette justice, tarde à abandonner les travers qui la caractérisent depuis plusieurs décennies. Aucun effort n'est fourni pour lui permettre de remplir son rôle d'élément régulateur des rapports en société. D'aucuns ne cessent de se plaindre d'une justice aux ordres, rendant des jugements à la carte et sur base de considérations étrangères au droit. La CAJ en voudrait pour illustration récente le cas de M. Biselele Kaipangi, alias Bifort, ancien conseiller privé du président ou du chef de l'État, détenu pour des infractions qui revêtent un caractère éminemment politique, lesquels font de lui de facto un prisonnier politique. L'interruption brutale de ses soins médicaux lui prodigués à l'hôpital général militaire de Kanchachi. En cette année électorale, la CAJ propose soumettre au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières un cadre de concertation pour régler pacifiquement les différents incidents avant, pendant. Cimetière de Mbensek et Nouvelle Cité. C'est ici que repose à jamais Floribert Chebeya, ancien directeur exécutif de La Voix de Sans-Voix. En ce 13e anniversaire de son assassinat, avec son chauffeur, Fidel Bazana, ces activistes du droit de l'homme viennent lui rendre hommage. Cela fait pratiquement 13 ans depuis que notre frère Fidel Bazana nous a quittés dans des conditions très déplorables. Un crime organisé et bien planifié par les régimes qui étaient en place, sous la direction du président honoraire M. Joseph Kabila Kabange. Depuis le 1er juin 2010, la justice congolaise n'a pas encore inquiété celui que La Voix des Sans-Voix considère comme le premier suspect de ce double assassinat. Malgré les avancées si haut énumérées en ce qui concerne la justice pour Floribert Chebeya et Fidel Bazana, il faut noter cependant que le verre est encore à moitié plein, aussi longtemps que le général John Numbi Banza Tambo, suspect numéro 1 dans l'assassinat de 2 défenseurs des droits humains, restera impuni et donc libre de ses mouvements. La Voix des Sans-Voix
demande aux autorités congolaises de localiser le général John Numbi avant de l'extrader au pays pour qu'il réponde de ses actes. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme, les autres partis civils, ainsi que tous les défenseurs des droits humains en République démocratique du Congo et à travers le monde, demeurent en attente du procès du général John Numbi Banza Tambo et consorts pour qu'ils répondent effectivement de tous leurs actes. Nous croyons qu'avec encore un peu plus de persévérance, de détermination et d'engagement dans le chef des autorités congolaises, le général John Numbi Banza Tambo peut bien être localisé, arrêté et extradé en République démocratique du Congo pour qu'il y soit jugé. Dans la soirée, une messe d'action de grâce a été dite à Notre-Dame de Fatima en mémoire de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Nous sommes le collectif consulté pour le dossier de M. Kalonda Salomon Dela. Nous sommes venus aujourd'hui nous présenter parce que nous avons appris par la voie des ondes à travers le ministre des Médias, après ce que nous avons constaté comme une sorte d'enlèvement, que M. Salomon Eskadela Kalonda a été arrêté et immédiatement conduit au service des renseignements militaires, la DEMIAP. Nous avons été consultés dans ce cadre, nous nous sommes présentés aujourd'hui. Nous avons sollicité une audience parce que la constitution de notre pays, dans son article 19, in fine, précise que même devant les services de sécurité, tout justiciable a droit d'être assisté. Malheureusement et contre toute attente, nous avons été heurtés et nous avons été bloqués. Nous n'avons pas eu l'opportunité de rencontrer notre client. Et cela se rapportant aussi à l'article 18 de la Constitution, à son alinéa 3, qui précise que tout justiciable ou tout individu ou toute personne interpellée par la justice, services de sécurité et autres doit être immédiatement en contact avec sa famille et ou ses avocats. Malheureusement, ce conseil que nous n'avons pas eu cette possibilité de les rencontrer et nous sommes vraiment désolés, mais nous sommes ici purement dans l'exercice de notre profession. Malheureusement, les services de renseignement militaire ne nous ont pas permis de pouvoir les rencontrer. Voilà un peu l'objet de notre présence à ce jour ici et nous voulons quand même préciser cet élément, qu'en tout cas il y a un constat malheureux que nous, avocats, nous n'avons pas eu la possibilité de rencontrer notre client. Nous allons continuer l'exercice de notre profession. Nous n'allons pas aller à l'encontre de ce que la loi prévoit. Nous allons voir les instances compétentes pour pouvoir demander de nous permettre d'entrer en contact avec notre client et de l'assister et surtout de demander à ses services, après 48 heures, de les conduire immédiatement devant son juge naturel pour que les faits pour lesquels il est poursuivi ou arrêté soient connus et qu'il soit assisté ou qu'il y ait un procès pour qu'il connaisse son sort devant les instances judiciaires. La SADO dénonce l'implication de la politique dans le procès des Fortuna Bisselele. Cette organisation de défense des droits de l'homme affirme haut et fort que l'ancien conseiller du chef de l'État est victime d'une arrestation arbitraire. D'où plusieurs recommandations formulées au président de la République, au procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe et à la communauté internationale. La SADO recommande au président de la République démocratique du Congo de faire respecter les dispositions de la Constitution qui garantissent un procès juste et équitable à toute personne mise en accusation, particulièrement les articles 17, 18, 19 et 61 de la Constitution de la République démocratique du Congo. 2. Au procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. 2. Instruire le magistrat qui couvre les audiences dans les dossiers opposant les ministères publics à M. Bisselele
de mettre fin à toute discrimination et parti pris à l'égard de ce dernier. À la communauté internationale de rappeler aux autorités de la République démocratique du Congo leur engagement relatif au respect des droits humains. Selon la SADO, il y a certes une main noire qui manipule le dossier de Fortuna Bisselele. Ces derniers devraient bénéficier de toutes les dispositions de la Constitution qui garantissent un procès juste et équitable à tout Congolais. Alors qu'il est déjà mis à la disposition du tribunal de grande instance, la main de l'exécutif est toujours à la manœuvre. Les premières pierres sur lesquelles est basé l'état de droit, c'est le strict respect des droits humains, a renchéri le président de la SADO, Jean-Claude Katende, lors de la conférence de presse. « 13e anniversaire depuis l'assassinat de Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. Aujourd'hui, la voix de son voix parle d'un verre qui est toujours à moitié plein, pas toujours de suite, alors qu'avec l'avènement de Félix Tshisekedi, plusieurs personnes étaient très rassurées. Les auteurs de cet acte devraient répondre de leurs actes devant la justice. Oui, exactement. L'espoir est permis, les efforts sont faits. Il y a eu des avancées très significatives sur le procès, bien que le premier suspect n'est pas encore arrêté. C'est ce que j'étais en train de vous dire tantôt. On a parlé de la justice. Les amis du FCC n'ont pas de leçons à nous donner. Posez maintenant la question aux leaders de cette opposition-là. Le jour où Chebeya et Bazana ont été tués, ils étaient où, dans quelle fonction au pays et quel était leur rapport pour la protection de la vie de ces deux compatriotes? Pose la question à cette opposition qui nous font des leçons aujourd'hui. Vous verrez. Et plusieurs morts qui s'en est suivi. J'ai eu beaucoup de peine et je me rappelle les jours là où vous avez annoncé la mort. Nous étions au deuil. Nous étions au deuil de Chebeya, le jour de son enterrement. Bon, nous espérons que les efforts seront faits parce que ça m'a rappelé au même moment une mort aussi 4 ans avant ou 5 d'un proche collaborateur de Papa Etienne Tshisekedi, Papa Mbouy Alexandre, qui a été tué de la même manière que Chebeya et le corps a été jeté à Matete. Sous le règne de Joseph Kabila. Bien sûr, à Matete, la même disposition qu'on avait mis le corps de Chebeya de l'autre côté de Mitendi, à Matete, c'était de la même manière. Même scénario, capote, des histoires de dames. On s'est dit, est-ce que ce n'était pas le même criminel qui avait tué tout ce monde-là? Et aujourd'hui, on nous fait des leçons, mais nous nous posons des questions. Il condamne quand même la gestion de Tshisekedi. La gestion de Tshisekedi? Je dis, il condamne quand même les proches de Joseph Kabila Kabange, sa famille politique. Il condamne la gestion de Tshisekedi. Oui, mais eux, à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger la vie? Il y a Yarma Tungulu, qui n'avait même pas pris une balle. C'était, je ne sais pas, une orange. Mort pour ça. Ils étaient où? Ils occupaient quelle fonction? J'ai entendu M. Matata dire ça c'est pire qu'à l'époque de Kabila. Moi je dis, on sent qu'il était dans le bureau climatisé. Hein. Il n'a jamais été dehors. Là, nous on plairait chaque jour nos morts. Et les preuves sont là. Ça fait 13 ans. Est-ce qu'il passe à tous ces orphelins-là, victimes des 18 ans de Kabila? Et aujourd'hui on nous fait des leçons. Ça fait mal, madame. Nous espérons que la justice fera son travail. Oui, oui, les efforts sont faits. Il y a plusieurs cas, c'est quand même dramatique. Situation de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Vous avez suivi Azado, mais aussi Akaj qui reviennent sur l'arrestation de l'ancien conseiller du président de la République, Fortuna Bisselele. On parle d'une arrestation arbitraire. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude de commenter les dossiers entre le maire et la justice, parce que c'est un dossier qui suit son cours. On ne sait pas à cette étape qu'est-ce qu'il faut dire. L'instruction étant secrète, il n'y a pas encore les audiences publiques au niveau du tribunal. Je crois qu'on doit attendre. Prenons notre mal en patience.
ça ne sert à rien de faire des commentaires à cette étape de... Mais est-ce que vous êtes d'accord avec la CAJ lorsqu'elle parle d'une justice aux ordres? C'est vrai que vous avez quand même dénoncé, mais on parle d'une justice aux ordres politiques. Non, non, ça c'est un communiqué. C'est pas une justice. Et c'est pas seulement ACAJ qui dénonce, il y a aussi Azado. Hein. Ce sont deux structures de la société civile reconnues un peu pour leur crédibilité. Oui, c'est pas une justice aux ordres. Sinon, tous les opposants de notre régime seraient arrêtés, madame. Mais sur qui? Pour les Il y a quelqu'un qui disait que vous avez tenté avec Matata Mpogno, mais vous n'y êtes pas arrivé. Mais nous avons tenté quoi? C'est la justice. Il a affaire avec la justice, pas avec la personne de Félix Tshisekedi. Mais si c'est ça, comme c'était une justice en ordre, Matata ne serait pas libre. Pourquoi il est libre? Parce qu'effectivement, Félix Tshisekedi ne contrôle pas cette justice. Vous voyez un peu? Quelqu'un dont le soupçon pèse sur le détournement, on a vu Bukanga Lonzo, ça n'a rien pour il dire. Est innocent, comme l'a dit Thierry Sénépo, même pas un petit rien il n'a jamais pris même un rang. Mais alors, on continue à clamer son innocence. Alors allez vers un procès pour nous démontrer que tu n'as rien pris. Pendant que les experts avaient émis des réserves sur le projet par rapport à la qualité du sol. Et on n'a pas le droit de se poser ce genre de questions. On a vu les avions ici voler pour ne plus revenir. Eh bien, on ne peut pas se poser des questions. On parle d'une situation de droits de l'homme préoccupante en RDC. C'est possible. Parce que nous sommes dans un état de guerre, dans un état qui sort d'un régime dictatorial. Ce n'est pas facile de garantir les droits et les libertés du jour au lendemain. Surtout à travers nos éléments des services de sécurité. Ça, nous sommes conscients. Mais les efforts doivent être faits ensemble. Mais l'opinion doit retenir. Nous devons éviter d'accompagner les gens qui sont en train de se victimiser. Pendant qu'il y a des dossiers qu'on les reproche. Ça aussi, ça doit cesser. Lorsque tu as géré, tu as pris l'argent de l'État, le peuple n'était pas là, la ZADO n'était pas là, la CAJ n'était pas là. Et le jour où on dit, monsieur, chasse à la sorcière, nous voulons la paix. Non. C'est le moment, ça doit être une interpellation pour nous aussi, gestionnaires aujourd'hui. Maintenant qu'il n'y a pas de problème, le chef de l'État n'est pas mauvais. Lorsque tu mets ta main, demain on te juge, on m'avait, machin, et on devient candidat président pour se victimiser davantage. Non, ça ne se fait pas comme ça. Moïse Katumbi a empêché d'aller dans le Congo central, dans le Bandundu. Matata Mpogno a empêché également de tenir sa conférence dans le Bandundu. La marche de l'opposition qui a été reprimée, il y a eu des répressions aux allures un peu de Joseph Kabila Kabange. Ça vous réjouit? Aux allures de Joseph Kabila, s'il faut rappeler, on a eu Tchébéa, Bazana, Mbouya, Alexandre. On interdit aussi les opposants. Attendez. La liste elle est longue et les combattants brûlaient à la permanence de l'IDPS. Ça, nous ne l'avons pas fait. Mais ça, pourquoi alors empêcher Matata Mpogno? J'arrive, madame. Parce que vous avez dit aux allures de Kabila. Je voulais rappeler, ça, nous ne l'avons pas fait. Il n'y a pas de militants d'un parti d'opposition qui ont été brûlés vivants dans une permanence. Donc nous ne l'avons pas fait. Il ne faut pas dire aux allures de Kabila. Il faut seulement parler de faits que vous voulez dénoncer. Ça nous fait quand même mal si vous ne voulez pas reconnaître que les opposants sont dans un paradis chez nous. Empêcher Katumbi d'aller dans une province. J'arrive. S'agissant de Katumbi, on ne l'a pas empêché. On lui a demandé de décaler les jours de la manif. Ce n'est pas un empêchement. Ça, c'est une victimisation. Par rapport... Mais on l'a vu à l'entrée du Congo central, on a barricadé la route. Les autorités vous demandent de reporter votre arrivée pour des raisons sécuritaires. On est dans un état de guerre. Madame, vous êtes en train de suivre la situation en Ukraine. Vous voyez les opposants ukrainiens faire ce que nos frères sont en train de faire ici. Pendant l'état de la guerre. Vous avez vu ça où? On l'a demandé de reporter à 2 jours pour des raisons de sécurité. Et vous avez entendu ce qui s'est passé au Bas-Congo. Des manifestations partout. S'il était attaqué, vous allez endosser la responsabilité à qui? Le pauvre gouverneur dit... Dans le Bandundu. Vous avez oublié de signaler que Matata a tenu sa conférence de débat à Kikwit. Après.
à qui C'était après. Après aussi, hein. Mais il a tenu, ça aussi il faut le dire. Mais Moïse Katumbi devait se rendre aussi dans les Bandundu. Ça aussi il faut le dire aux téléspectateurs. Parce que ça je n'ai pas entendu. Que Matata a tenu sa conférence débat à Kikwit, ça n'a pas posé de problème. On a même vu les images. Mais là où on estime qu'il y a des problèmes de sécurité, pour notre sécurité, y compris des opposants, parce que ce ne sont pas des gens qui sont aimés partout, on les en veut aussi par la population. Moïse Katumbi ne pouvait pas se rendre dans le Bandundu pour sa sécurité? Si. Madame, il y a les Mobondo là-bas. Mais vous avez vu le nombre de morts. Si on s'entend quand Joseph Kabila Kabange ne vous permettait pas de vous rendre dans certaines provinces. Joseph Kabila, il n'y avait même pas insécurité. Parce que nous, moi j'ai déjà été arrêté à Matete, à Lemba. Vous connaissez des guerres qui ont eu lieu pendant 18 ans à Matete, à Lemba. Ou à Limete. Il n'y en avait pas. On a des sérieux problèmes de sécurité, madame. Ça, on doit cesser de les rappeler. Malheureusement, il y a une mauvaise foi des leaders de l'opposition. Bien sûr, je leur comprends. Ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Ils cherchent un chaos pour aller vers un dialogue. Est-ce que vous vous rappelez qu'un jour, lors d'une interview, Félix Antoine Tshisekedi avait dit que maintenant, quand il était dans l'opposition, il ne comprenait pas certaines choses et que maintenant qu'il est au pouvoir, c'est vrai que je ne veux pas répondre les mêmes mots, mais aujourd'hui, il comprend certaines choses. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi comprendre les cas des opposants? Moi, je les comprends mieux. Les partis ne sont pas implantés. Il faut s'accrocher vers l'église, faire un peu de la victimisation, mobiliser la presse étrangère et crier. Nous avons vu les derniers sit-ins. S'il faut faire les statistiques, il y avait combien de gens? Les dossiers Salomon. Pareil. On attend. Il faut qu'on soit fixé par rapport à ce qu'on lui reproche. Mais est-ce normal d'interdire à ces avocats d'assister leurs clients? Je ne saurais pas dire non, parce qu'il faut d'abord avoir aussi le point de vue de l'autre côté, de qu'est-ce qui s'est passé, madame. Vous savez, hein, pendant cette période... On nous dit toujours, excusez-moi, on nous dit toujours que lorsque quelqu'un est en détention, la première des choses, il ne peut rien dire sans la présence de ses avocats. Mais voir que les avocats ont passé, je pense qu'il y avait des collègues journalistes qui étaient là, passaient des heures et ils ont même été chassés. C'est ce que je dis. Cherchons d'abord l'information sur ce qui s'est passé. Et puis on peut faire un débat. Vous défendez bien le pouvoir de Félix Tshisekedi. Hein. Moi aussi, je peux dire que vous défendez bien l'opposition, mais moi, je ne le dis pas. C'est une réalité. Ce sont des questions, j'ai comme je n'ai pas un peu mal à l'aise. Hein. Rien du tout. Je dis ceci. Il y a une arrestation à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on reproche aux messieurs? On ignore. Attendez une communication officielle. S'il avait des grenades avec lui, donc vous voulez mettre la vie des milliers de Congolais en péril parce qu'il est collaborateur de Katumbi. Vous faites bien de le rappeler. Salomon a été arrêté au tarmac, c'est-à-dire qu'il est passé quand même par certains services. Hein. Est-ce que nous devons aujourd'hui nous inquiéter du travail de ces services? Parce qu'il a été arrêté au tarmac, au pied de l'avion. Je dis, moi je veux être correct avec moi-même et les téléspectateurs. J'ignore ce qu'on lui reproche à cette étape. Nous attendons une communication officielle. Vous ne voulez pas le dire ou vous faites semblant de ne pas connaître les motifs? Non, l'état de droit, c'est aussi ça. Monsieur Salomon est présumé innocent. Donc, je ne peux pas affirmer au jour d'aujourd'hui qu'il a commis des faits infractionnels. Je ne peux pas non plus dire, non, les autres ont mal fait, il n'a rien fait, c'est un innocent. Je ne peux pas. Il faut attendre l'évolution du dossier. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à l'opinion. Mais là, nous devons aussi comprendre. Lorsqu'on arrête quelqu'un ou on interpelle quelqu'un pour vérifier certaines choses, nous ne pouvons pas s'attaquer au chef de l'État comme nous apprenons là. La marche du 20 mai, avant de prendre l'autre dossier, la marche là qui a eu lieu le 20 mai, nous avons vu l'opposition qui avait quand même déposé sa lettre avant. Mais pourquoi est-ce qu'on a permis à ce que l'opposition et le pouvoir puissent marcher le même jour? Bon, ça relève de l'hôtel de ville. Je ne veux pas entrer dans la cuisine du gouverneur. C'est lui qui avait estimé qu'il pouvait mais on vous a dit, vous, les responsables du parti, le haut cadre qui était derrière cette marche du pouvoir. Non, c'était la Ligue des jeunes. Nous étions oui, mais là. En tant que haut cadre responsable, vous pouvez aussi dire aux jeunes, non, pas aujourd'hui, comme c'est le 20, on peut laisser les autres. L'IDPS ne fonctionne pas comme ça. Ah bon? Les gens sont libres de leurs actes. Ils ont estimé qu'ils devaient faire une marche
des soutiens aux institutions. Et vous vous rappelez quand même qu'à l'heure de Joseph Kabila, ça s'est passé comme ça. Hein. Le même jour que vous avez des marches, Kabila aussi, de son côté, on organisait des marches. Non, regarde la différence. On va vers vous, on vous tue. Vous avez oublié qu'on a vu les prêtres dénudés dans ce pays. Oui, ça nous avons vu. Alors, mais organiser les marches les mêmes jours. Mais vous étiez quand même conscient qu'il y avait un danger, non? Non, madame, il n'y avait pas de danger. Le problème, ce n'est pas le nombre de marches. Le problème, c'est le non-respect de l'itinéraire convenu. C'est ça le vrai problème. C'est ça le problème, madame. Ce n'est pas le nombre de marches. C'est le non-respect des itinéraires. Madame, nous avons vu la situation de notre enfant là, de 10 ou 12 ans. Oui. Nous avons tous condamné. Les policiers ont été arrêtés. Ça, c'est déjà la différence de notre régime. Moi, lorsque j'ai toujours été tabassé, humilié, lorsque j'étais encore dans l'opposition, je n'ai jamais reçu la visite même des chefs du quartier après avoir été tabassé et arrêté. Je n'ai jamais reçu même la consolation même d'un bourgmestre. Mais aujourd'hui, déjà, est-ce que M. Katumbi sont sérieux? M. Fayulu, Matata Pogno, est-ce qu'ils sont disposés à prendre leurs enfants de 12 ans et de leur demander d'aller dans la rue? Bamba va policier Libanga, comme nous avons vu là. Ils sont disposés à le faire avec leurs enfants. Et apprenez aux enfants à braver la police. Le pays, hein. Ah voilà, encore. C'est triste. Vous gardez vos enfants de 12 ans à la maison, mais vous prenez les enfants de 12 ans d'autrui. Vous le mettez dans la rue avec instruction de braver les gens armés. Bamba bango mabanga. C'est triste. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dossier. Vous le savez, la loi sur la répartition des sièges pour les prochaines élections a été donc jugée recevable à la Chambre basse du Parlement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi Kankonde, a présenté le projet de loi sur la répartition de l'état des sièges à l'Assemblée nationale. Cette proposition a été déclarée recevable. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Nous avons proposé ces projets de loi. C'est au député d'en adopter, a indiqué Maître Peter Kazadi. Vous savez, les votes des lois relèvent de la matière souverainement réservée aux députés. Nous avons proposé les projets de loi. C'est aux députés d'en adopter soit tel que nous l'avons déposé ou alors moyennant amendement. Donc je pense que pour l'instant, le gouvernement, nous nous sommes acquittés de notre devoir. Le reste appartient aux députés qui vont adopter la loi selon ce qu'ils auront décidé. On a invoqué les principes de la solidarité. Il y a 16 sièges au total qui sont réservés à des zones en proie à des violences. Tout cela pour que les populations de ces coins, aujourd'hui en conflit, puissent être représentées, même si il n'y a pas eu d'enrôlement dans ces coins. Et le gouvernement formule les vœux qu'avant la tenue des élections, il y aura la paix dans ces coins de la République pour que notre peuple puisse prendre part au vote. Signalons que ce texte a été envoyé à la Commission politique administrative et juridique PAJ pour un examen approfondi. Selon ce communiqué parvenu à la presse, la marche qu'organisera les 4 leaders des partis politiques, notamment Ensemble, SID en vol et LGD le 21 juin, partira du quartier 3 dans la commune de Massina en passant par le boulevard Lumumba pour chuter à la place Saint-Raphaël de la première rue Limité. D'après l'opposition congolaise, cette marche vise à protester contre le processus électoral qu'elle qualifie de chaotique. D'après l'opposition congolaise, cette marche vise à protester contre le processus électoral qu'elle qualifie de chaotique, mais également exiger son organisation dans les délais constitutionnels. D'où les opposants accusent la CENI de préparer une fraude électorale en faveur du chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession pour la présidentielle de décembre prochain.
Notons que bien avant cette marche du 21 juin prochain, les 4 leaders de l'opposition ont déjà annoncé la tenue d'un meeting prévu pour le 17 juin prochain à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili. Rappelons ici que la grande mobilisation de l'opposition reste la marche du 20 mai dernier qui a été violemment réprimée par les forces de l'ordre et de sécurité. Plusieurs personnes ont été arrêtées et blessées. Le sit-in organisé devant la centrale électorale du jeudi 25 mai dernier a été empêché par les forces de sécurité. Madame, Messieurs, la CENI s'apprête donc à convoquer déjà l'électorat. Guy Bao, dites-nous, que faut-il faire aujourd'hui pour mettre tous les politiques quand même d'accord? Parce que nous n'irons pas donc aux élections sans les opposants aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec l'actuelle CENI. Non, je crois que vous avez posé une question très difficile parce que au niveau de la classe politique, les gens sont en train de bouger par rapport à leurs intérêts. Intérêts. Donc, ouais, on peut tout faire, peut-être on ne le mettra pas d'accord. Je m'explique. On nous avait reproché que dans ce projet de répartition des sièges, Félix Tshisekedi de son régime, ils veulent majorer les sièges au Kasaï, à Kinshasa, là où l'UDPS est populaire, et ailleurs, et minorer là où l'UDPS est minoritaire. C'est ce qui a été dit par les opposants. Maintenant, nous avons fait le constat par rapport à cette proposition. Rien de tel. Voyez un peu. On nous avait prêté les intentions d'un glissement. On n'en parle pas. Voyez un peu. Tout le monde a compris que la machine est en marche. Madame, vous êtes professionnel des médias. Essayez de faire une enquête sur le terrain. Vous allez constater le parti, au moins de nos 4 frères qui sont l'Équateur, ne sont pas implantés. Maintenant, ils cherchent un chaos, mort d'homme, pour aller à un dialogue. Le dialogue qui va mener à un partage du pouvoir, à une transition. Mais on a l'impression que vous les accompagnez dans leur démarche. Non, non, nous, c'est les élections. Nous attendons les élections. Ils ont dit que Félix Tshisekedi est impopulaire alors. Allons-y. Vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que vous avez des preuves? Voyez un peu les discours de l'honorable Safou avant la marche. Bibembe kolala, bibembe yanani. Yabana na yo, yabana katumbi, yabana matata. Veut dire qu'il y avait quelque chose déjà préparé. Mais bien sûr, au fait, leur problème, c'est l'affrontement. Ils veulent un affrontement avec mort d'homme. On filme. Voici le président du Congo, Félix Tshisekedi, dictateur. C'est comme ça que vous avez constaté la mobilisation de la presse internationale autour de cette activité pour filmer les cadavres qu'on était en train de nous promettre. Pourquoi? Vous avez déjà entendu Étienne Tshisekedi ou nous, ses descendants, pendant cette période, jurer sur la mort des gens. Pour quelle raison? Moi, je dois souhaiter la mort de ceux qui m'accompagnent dans la marche. Ce sont les frères et sœurs de qui? Non, la masse, hein? Vous voyez la manipulation. Et ils vont mourir pour des dividendes politiques d'un groupe de gens. Ah non, pas ça quand même. Il faut avoir un peu de la compassion, de l'amour de ces gens-là. Quelle est votre analyse chaque fois que vous voyez cet Équateur? Parce qu'au début, nous avons vu Katumbi était avec vous. Il était même dans l'Union sacrée. Il a même géré avec vous. Ouais. Et après, nous avons vu de l'autre côté Martin Fayoulou qui était contre, qui voulait voir clair dans le dossier Matata Mpogno. Et d'un bon matin, tous sont ensemble. Comment est-ce que vous, lorsque vous voyez l'Équateur là, qu'est-ce que non, le point commun entre les 4, c'est la haine du président Félix Tshisekedi. Le point commun. Le point commun. À part ça, il y a rien à voir avec l'intérêt des Congolais. Non, rien. C'est la haine de M. Félix Tshisekedi. C'est ça. Les restes, chacun a son dossier. Celui-ci, il y a des poursuites judiciaires. Je dois me victimiser. Ah, je suis candidat. Mais comme j'ai un peu les les mêmes moyens. personnes aujourd'hui, y compris ajouté à cet Équateur, le FCC, qui vous accuse de faire monter le tribalisme depuis que vous êtes là. Non, il y a les tribalismes. D'abord, moi, je milite pour l'unité nationale et la cohésion. Nous, on ne peut pas tenir ce genre de discours. Mais tout ce que nous pouvons demander à nos amis,
On peut pointer X ou Y qui a des attitudes tribales, mais n'englobez pas toute une tribu. N'appelez pas à la haine, à la violence contre une tribu, parce que on peut reprocher, je conviens, il peut exister des tribalistes dans nos rangs ou dans notre régime, mais il ne faut pas imputer ça à une tribu ni à une province. C'est ça que nous voulons, que nous puissions faire la différence. Nous sommes attaqués au maréchal Mobutu. Nous ne sommes pas attaqués aux Équatoriens. Vous savez pourquoi? Parce qu'on avait aussi des Équatoriens membres de l'UDPS. Mais même eux aussi, chez eux, on retrouve cette tribu qui sont en train de... Peut-être des individus. Est-ce qu'ils ont la masse? C'est les individus. Parce que vous avez des liens de camaraderie, peut-être de ça. Mais si vous avez la masse, comme chez nous à l'UDPS, c'est compliqué. Madame, Messieurs, situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, on en parle dans ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent avec véhémence le comportement va-t-en-guerre affiché au Nord Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Pendant que tous les observateurs épris de paix s'attendent au respect strict des accords et engagements de Nairobi et de Luanda par les terroristes RDF M23, comme le font les FARDC, l'on assiste à des mouvements des troupes RDF M23 ainsi que de leurs recrues qui viennent de terminer la formation au Rwanda et à Tchanzu pour réoccuper leurs anciennes positions à Kibumba et à Rugari où ils ont installé leur quartier général avancé, et ce, dans le secteur sous contrôle de la force de l'EAC. L'objectif de ce redéploiement est d'attaquer la ville de Goma et d'accentuer de ce fait la crise humanitaire et l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale, la MONUSCO, différents mécanismes de vérification et la force régionale de l'EAC afin que ce mouvement terroriste respecte les accords et engagements de Nairobi et de Luanda. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, c'est avec un profond respect que je me tiens devant vous ce jour pour présenter les projets de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie de notre pays. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes de notre peuple, au nom de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux en mission, j'ai l'honneur de me tenir du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale afin de présenter les projets de loi du gouvernement portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Engagés sans relâche dans les opérations militaires tendant à éradiquer tous les groupes armés qui sèment la désolation dans les deux provinces précitées, les forces de défense et de sécurité font face à certains d'entre eux qui persistent encore tels que les ADF MTM, la Codeco, les Zaïre et les terroristes du M23 sous-traités par les Rwandais qui agressent notre pays. Pour permettre aux forces loyalistes de poursuivre leurs opérations d'éradication totale des forces négatives déjà enclenchées, le gouvernement de la République a adopté les projets de loi qu'il vous présente ce jour et a décidé en Conseil des ministres que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, saisisse les deux chambres de notre Parlement pour solliciter, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, l'autorisation de proroger l'état de siège. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau,
honorables députés nationaux, avant de terminer, j'aimerais rappeler aux élus légitimes du peuple la volonté exprimée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de convoquer dans les meilleurs délais la table ronde annoncée et dont les travaux préparatoires étaient déjà effectués pour déterminer l'avenir de l'état de siège. Au regard de tout ce qui précède, et pour permettre à nos forces de défense de poursuivre les opérations militaires de pacification, il importe que votre auguste chambre autorise la prorogation sollicitée. Le projet de loi que je vous présente comporte, outre l'exposé des motifs, 3 articles. Le premier article est relatif à l'autorisation de prorogation de l'état de siège. Le deuxième article a trait à l'abrogation des dispositions antérieures contraires. Le troisième et dernier article se rapporte à l'entrée en vigueur de la loi. Je vous remercie. État de siège dans l'Est de la République démocratique du Congo, la Chambre basse a décidé encore de proroger, mais ça inquiète quand même les habitants du coin. Hein. Oui, c'est un débat normal, logique, mais nous devons reconnaître que l'état de siège a produit quand même les résultats, même si l'état de siège n'a pas ramené la paix, c'est qui est l'objectif ultime, mais il a été convenu d'organiser une série de débats ou de colloques avec les notabilités du coin pour essayer de voir comment améliorer cet état de siège. Sinon, ils ont le droit. Mais il y a même l'évêque de Goma dans le Nord Kivu qui interpelle les autorités du pays sur l'échec de cet état de siège. Il a le droit de nous interpeller, mais nous disons que il faut un débat pour essayer d'améliorer parce que, vous savez, madame, au début, lorsque l'état de siège avait commencé, parmi le premier personne à dire non à notre état de siège, c'était le président rwandais. Paul Kagame. Et puis, c'était les opposants. Bon, nous, ça avait un peu tiqué. Comment il y a une convergence. Ça, vous avez résisté, il y avait une convergence de vues entre Paul Kagame et ses opposants. Et vous constatez aussi la suite. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous constatez aussi la suite. Ils sont dans l'incapacité de condamner Paul Kagame comme agresseur. Mais il veut nous diriger. Et qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Il y a convergence d'intérêts entre les leaders de cette opposition et Paul Kagame. Vous voulez dire qu'ils sont de mèche? En tout cas, il y a convergence d'intérêts. Pour ne pas aller loin, parce qu'on cherche encore les éléments. C'est quand même drôle, un pays agressé, dont l'opposition a tendance à accompagner les discours de Paul Kagame. C'est quand même étonnant. Et qu'est-ce que vous pensez du dossier Mwanga Tchouchou et toutes les révélations le jour au jour? Les procès suivent son cours normal. Nous attendons le verdict. Aujourd'hui, on est en train de demander la comparution de celui qui était ministre de l'Intérieur en son temps, Richard Mouyège, pour qu'il s'explique sur le fait que les prévenus avaient une arme de guerre. On attend. Il va venir nous éclairer. C'est ça la beauté du droit, la pluralité des points de vue avant que les juges décident. On attend. Félix Tshisekedi l'avait dit, il va considérer qu'il a réussi son quinquennat s'il arrivait à restaurer la paix dans l'est du pays. Est-ce que quelques mois restent pour la fin du mandat? Donc, si cela n'est pas une réalité, nous allons parler d'un échec de son mandat. Moi, je ne souhaite pas parler d'un échec parce que je veux voir d'où nous venons. Nous venons dans un état où le prêtre était dénudé publiquement devant les fidèles. Même si aujourd'hui on ne veut pas les rappeler et les reconnaître. Nous venons dans un état où le manifestant a été fusillé comme ça, un certain 26 novembre 2011, à l'aéroport, de morts, des cadavres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous venons dans un état où dans la chaîne officielle, la chaîne de l'État, les opposants ne passaient pas. Moi, j'ai eu l'honneur de passer à la RTNC, c'est lorsqu'on a eu le pouvoir. Mais aujourd'hui, tout le monde passe. Donc, madame, il y a des évolutions. Il y a des pas, mais nous savons que nous n'avons pas encore satisfait le peuple tel que nous l'aurons souhaité selon notre vision. Ça aussi, est-ce que les conditions sécuritaires ou l'atmosphère sécuritaire est propice pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel? Si je vous réponds non, vous allez dire que vous avez peur des élections.
nous faisons avec. Les efforts sont faits. Et nous irons aux élections. Les efforts sont faits et les choses avancent. Contrairement, rappelez-vous les critiques de l'opposition tout au début. Ah non, il a un plan caché. Félix Tshisekedi prépare un glissement. Nous avons dit non, allons aux élections. Et on a constaté qu'ils ne sont pas prêts. Ils veulent un dialogue qui va nous conduire à un partage du pouvoir. Voilà. Dites-nous aujourd'hui la santé de vos relations avec l'Église catholique. Nous n'avons pas de problème avec l'Église catholique. On a l'impression que ça ni notre régime, entre les deux partis. Ni notre régime, ni notre parti, encore moins le président de la République. Mais on peut avoir de points de divergence. Ça existe dans la démocratie. Mais ce n'est même pas face à l'Église, c'est des personnalités. Voilà, c'est complètement fini pour notre rendez-vous de la semaine. Vous pouvez regarder la caméra et vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre aujourd'hui. Oui, juste un mot. Nous lançons un appel à l'unité et à la cohésion nationale. Nous demandons aux jeunes de ne pas céder à la haine. Nous n'avons qu'un seul pays, au moins pour ceux qui comptent sur le Congo. Il y a d'autres qui en ont plusieurs. Moi et vous, nous la majorité, nous n'avons qu'un seul pays. Et le pays où Dieu a permis que nous puissions naître et évoluer et servir. Et nous avons intérêt à préserver notre pays, à prier pour notre pays. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une recommandation biblique de prier pour le pays que Dieu vous a donné. Nous avons intérêt à évoluer dans l'unité et la cohésion. Nous avons intérêt à soutenir le président de la République. On a toujours dit dans notre pays, les hommes politiques manquaient de la volonté politique. Mais au moins pour la première fois, après peut-être Kasavubu et Lumumba, nous avons un président qui a la volonté politique. Et qui reste... Profitons de... Et que reste-t-il du peuple d'abord? Et ce sera votre mot de la fin. Le peuple d'abord reste une réalité, reste le fil conducteur, reste notre vision. On continue à servir le peuple. Madame, Messieurs, ainsi prend fin ce rendez-vous de la semaine Info 7. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre invité de ce jour, Maître Guy Baou, est donc au cadre du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Merci d'avoir accepté notre invitation, avec le réel plaisir de vous retrouver certainement prochainement. Merci beaucoup. Je ne cesserai de le dire, Info 7, une émission de Congo Web Télévision, Info 7, votre émission, Info 7, notre émission. Merci de rester fidèle à Congo Web Télévision, une chaîne haute définition. Eh bien, c'est l'heure. Au revoir et à la prochaine.